La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Camille Payot ne vient pas d'une famille de pâtissiers, mais c'est en cuisine avec son père qu'elle a découvert cet univers. Rapidement, elle est devenue la pâtissière de la famille, celle qui régale tout le monde à toutes les occasions. Pourtant, comme beaucoup de ses confrères et consoeurs, Camille n'est pas spécialement bec sucré, et c'est souvent une qualité. Après plusieurs expériences dans de grandes maisons, Camille avait envie de changement et d'un lieu un peu plus à elle. Dans le même temps, son mari et cuisinier, Diego Delbecq, rêve aussi d'ouvrir son restaurant. Alors les voilà lancés dans cette nouvelle aventure, Roseau à Marcq-en-Barœul. Camille y est à la tête de la pâtisserie, où elle y exprime toute sa créativité. Au menu de cet épisode, son histoire avec la pâtisserie, ses grands apprentissages des différentes expériences, l'histoire de Roseau, et enfin comment elle pense ses desserts à partir des boissons de l'accord mets-vin. Bonne écoute! Bonjour Camille. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien, ça va, merci. Pour commencer, j'avais envie de discuter un petit peu de ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Donc déjà, la question que je pose à tous mes invités, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petite ? Alors, souvent quand j'en parle, ça fait un peu rigoler. En fait, c'était le gland, qui est une pâte à choux fourrée avec une crème au kirsch, un fondant glacé vert sur le dessus et des petites pépites de chocolat. Donc j'adorais ça et c'est vrai que souvent, je demandais à mes parents de s'arrêter à la boulangerie pour en acheter en rentrant de l'école et c'est vraiment un de mes desserts favoris encore aujourd'hui. C'est assez peu courant parce que, surtout quand on est enfant, dans le sens où comme il y a quand même de l'alcool, généralement, quand t'es enfant, t'aimes pas trop les trucs alcoolisés. Oui, voilà, je sais pas, c'est plus le parfum qui me plaisait. C'est vrai que voilà, avec le recul, ça pouvait porter... je sais pas, c'était un peu étrange, mais en tout cas, c'est un des desserts qu'il y a dans toutes les pâtisseries aussi. Voilà. Donc c'est pas si étrange. Et selon toi, c'est quoi le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi ? Pour moi, le dessert parfait pour terminer un repas, c'est une bonne pâte à choux. Très simple. Pour revenir à ce dessert que j'aimais bien, simplement une coque de pâte à choux, à l'intérieur une bonne crème pâtissière, chocolat, café ou vanille, peu importe, et juste un fondant au-dessus. C'est le plus simple. Qu'est-ce que t'aimes tant dans la pâte à choux ? J'aime bien le côté super gourmand quand c'est vraiment bien garni, et le côté aussi quand la pâte à choux sort du frigo, en fait un dessert à base de pâte à choux qui soit bien frais. Là, le côté un peu de différence de texture avec le glaçage sur le dessus, avec le côté très moelleux et ensuite à l'intérieur vraiment fondant. Je trouve ça super gourmand. Et c'est genre le côté... En vrai, c'est hyper simple, mais tu vois, c'est un des desserts les plus simples, entre guillemets. Mais du coup, t'as quand même vachement de textures, de saveurs différentes, et du coup, c'est ça qui te... Ouais, c'est vrai que c'est un des desserts les plus simples du monde, mais bon, je pense que y a quand même, ça fait l'unanimité, quoi. Et puis pareil, qui est un peu compliqué, qui est un peu compliqué pour faire un bon éclair ou une bonne religieuse. C'est quand même, il faut quand même, que la crème soit bien lisse à l'intérieur, qu'elle soit bien parfumée, pas trop, que ce soit pas trop sucré. Ouais, c'est vrai que ça paraît hyper simple en fait, c'est pas forcément le plus simple en réalisation. C'est clair. Est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque Roseau ? Je pense à l'acidité directement. C'est un peu le fil conducteur de la cuisine qu'on propose et moi j'essaie de travailler aussi sur des desserts qui soient
qui soit assez vif, donc l'acidité revient assez régulièrement, toujours pour une question d'équilibre, de contraste des saveurs, mais ce qu'on essaie de faire, c'est que les gens s'ennuient pas. Donc dès qu'ils prennent une bouchée, une cuillère, il faudrait que ce soit jamais la même chose, pour pas s'ennuyer, quoi. Et du coup, le côté un peu peps d'un jus de citron, d'un vinaigre de fruits, etc. Tout ça, c'est un peu des traceurs principaux de ce qu'on fait ici. Mais du coup, ça c'est quelque chose que vous avez décidé tous les deux au début. Enfin, vous vous êtes dit qu'est-ce qui va être le fil conducteur et ça va être l'acidité. Comment ça s'est passé ? Non, je pense que c'est un style de cuisine que Diego a, que moi j'apprécie manger et qui s'est installé tout seul, quoi. Il n'y a pas eu de décision de se dire on va aller sur de l'acidité. Nous, notre principe c'est d'essayer d'être sur des assaisonnements percutants et donc ça passe aussi par ça. Mais après, l'équilibre veut aussi que pour qu'il y ait de l'acidité, il faut aussi mettre une certaine teneur en gras aussi, en matière grasse par exemple, pour que ce soit pas écœurant et que ce soit pas ni trop acide, ou ni trop gras, ou ni trop salé, ou ni trop sucré. Et bon, ça c'est la sensibilité du coup. Mais est-ce que du coup travailler toi l'acidité, donc plutôt les agrumes et tout, c'était déjà quelque chose que tu aimais bien ? Ou est-ce que du coup tu l'as beaucoup plus travaillé depuis Roseau et tu vois, et c'est quelque chose que forcément t'as dû aller vers ça? Ouais, c'est quelque chose que je travaille peut-être un peu plus qu'avant parce que forcément j'essaie de travailler sur des desserts qui soient assez légers quand on termine un menu dégustation, qu'on a mangé 5-6 plats avant. C'est vrai qu'il y a peu de gens qui ont envie de terminer par quelque chose de lourd et quelque chose de trop fort en saveur. Donc voilà, les agrumes en ce moment c'est la saison, donc on est beaucoup dessus. Après je travaille beaucoup de fruits. Globalement je fais pas beaucoup de desserts au chocolat, pas beaucoup de choses avec du praliné. Je sais pas que j'aime pas, mais voilà, pour ça se marie un peu moins bien avec la proposition qu'on a ici. Et du coup comment ça se passe quand tu fais un nouveau dessert? Est-ce que je sais pas comment dire, mais tu vois, par rapport au reste du menu, comment est-ce que toi t'inscris ton dessert? Enfin, comment tu réfléchis ton dessert un petit peu par rapport au reste du menu? Est-ce que, une fois que tu vois le menu est fait, du coup, toi, tu commences à réfléchir à ton dessert pour qu'il s'inscrive dedans? Comment ça se... Je réfléchis pas à mes desserts en fonction de ce qui se fait en salé. Simplement, on essaie de pas faire de doublons dans les produits. Donc, par exemple, si c'est la saison de la rhubarbe, je dis une bêtise, si c'est travailler sur une entrée, moi, je vais pas proposer un dessert à la rhubarbe. Je veux pas qu'il y ait deux fois le même produit dans le repas. Après, on varie jamais le menu en une seule fois. Donc, c'est 2 à 3 plats qui changent tous les 15 jours, 3 semaines environ. Okay. Ça peut être une fois une entrée, une fois la viande, une fois le poisson, une fois des amuse-bouches, après le dessert. Donc c'est vraiment au fil du temps, au fil des saisons, en fonction de ce qu'on nous propose. Là, bientôt on va avoir de la rhubarbe justement, on va avoir des fraises. Ça va être chouette, le sureau, des choses comme ça qui vont arriver avec le printemps. Donc moi je prends juste un élément de base qui va être l'ingrédient phare du dessert. J'essaie d'associer 2 ou 3 éléments, comme peut-être un fruit sec ou une épice ou n'importe quoi d'autre qui va bien se marier. Ça peut être... Par exemple, en ce moment, je fais café, coco et vergeoise. Donc, j'ai ces 3 éléments-là. Et à partir de ça, je me dis qu'est-ce que je vais intégrer autour, qu'est-ce que je vais faire comme texture avec ces parfums-là. Et voilà, toujours en essayant de chercher de l'équilibre et voilà, plein de jeux de texture, plein de jeux de température et des goûts intéressants et qui se marient bien. Et par exemple, si on prend l'exemple là, du dessert café, coco, vergeoise, c'était quoi le premier point de départ? C'était par exemple quel produit ou quel inspire? Qu'est-ce qui direct... Quel était le point de départ, quoi? Alors le point de départ de ce dessert, ça a été une bière collaborative entre une brasserie ici qui s'appelle la brasserie des Singes Savants et notre torréfacteur qui travaille avec d'autres établissements mais avec qui nous on travaille, qui s'appelle Café Mouda. Et ils ont fait une bière autour du café, donc avec une infusion de café. Donc c'est un peu comme une bière ambrée, c'est pas vraiment une stout, mais du coup il y a vachement de fraîcheur en fait. On pourrait croire que c'est quelque chose de très lourd. Le café c'est quand même parfois un petit peu entêtant, tout le monde n'aime pas.
Et en fait, cette bière-là, on s'est dit, faut absolument qu'on la propose en accord, qu'on la fasse découvrir aux clients. Et donc, je suis partie de là pour créer un dessert à base de café, toujours avec le café de Café Mouda, voilà, qui découlait de ça, et qu'on puisse proposer un dessert cohérent avec l'accord avec la bière. Ok. Et du coup, là, le premier point, c'était donc le café. Et après, tu t'as réfléchi à te dire qu'est-ce qui va avec le café. Voilà. Et je me suis dit, pour les gens qui n'aiment pas trop le café, déjà, je vais essayer de faire quelque chose de pas trop infusé pour pas que ce soit trop puissant en goût. La vergeoise, moi, j'aime bien. J'intègre dans un biscuit à la madeleine, un biscuit madeleine, donc très moelleux. C'est un peu le retour en enfance. Et un granola aussi, que je fais avec du gruau de cacao et de la noix de coco, un petit peu de flocons d'avoine. Et puis des copeaux de coco frais, ça rapporte un peu de fraîcheur, un peu de croquant, un peu de texture. Et puis la coco, ça rassure aussi. Voilà, c'est le côté. Si on n'aime pas le café, peut-être qu'on va quand même essayer de goûter ce dessert parce que il faudrait pas que ce soit. Faut pas s'arrêter au truc qu'on n'aime pas, mais ça adoucit, ouais. Oui, c'est ça. Je trouve ça. Ça fait un peu le côté très crémeux du coup c'est pas du coup pur café, mais c'est vrai qu'il y a un côté très crémeux qui contrebalance, quoi. Oui, complètement. D'ailleurs, si on revient aux saveurs de ta toute première création, c'était quoi cette création ? Eh ben, je crois que c'était du coup du café aussi. J'ai vraiment une histoire avec ça. En fait, quand j'étais petite, je savais pas faire de pâtisserie et j'ai commencé à faire de la pâtisserie en regardant mon père en faire, qui n'était pas pâtissier du tout. Il travaillait dans la banque, donc rien à voir. Et ma mère lui a offert un cours de macarons quand il avait, je sais pas si c'était pas, je vais dire une bêtise, mais peut-être pour ses 35 ans, quelque chose comme ça. Et du coup, avec un de ses copains, ils avaient fait un cours de macarons avec un chef pâtissier qui était venu à la maison. Et il les faisait super bien. Et je me suis intéressée à ce qu'il faisait, je regardais faire. Et un soir, on était invités chez des amis de mes parents à dîner. Et j'avais dit que je m'occupais de faire le dessert. Et donc j'ai reproduit, en le regardant faire, j'ai reproduit les macarons. Et c'était un macaron façon tiramisu. Je m'étais dit, ça va être sympa. Ça va changer un petit peu. Donc j'avais fait une crème à la mascarpone, un crème au café, tout ça. Et c'était le premier truc que j'ai fait qui était vraiment... qui sortait un petit peu du traditionnel gâteau au yaourt et autres moelleux au chocolat qu'on adore, mais un petit peu plus travaillé. Donc en fait, c'est comme ça que tu as découvert la pâtisserie ? Comment... Du coup, c'est quoi ton histoire avec la pâtisserie, toi ? Mon histoire avec la pâtisserie, c'est ça principalement, c'est d'avoir vu mon père faire des gâteaux et de m'y être intéressée. Après, j'ai pris un peu la main sur tout ce qui était les réceptions à la maison, etc. C'est moi qui faisais les desserts. Exactement. Et j'ai toujours fait ça pendant plusieurs années, jusqu'au jour où un ami de ma mère, qui était professeur en lycée hôtelier, est venu manger chez nous. Et puis j'étais en classe de 3e, je savais pas trop ce que j'allais faire de ma vie. J'avais pas non plus d'attrait particulier pour aucun métier. Et puis il a mangé le dessert que j'avais fait, il me dit mais c'est toi qui as fait ça, c'est vachement bien, est-ce que ça te dirait de faire de la pâtisserie, est-ce que tu as envie d'en faire ton métier ? Et en fait j'ai réfléchi et c'est vrai que j'aimais tout ce qui était activité manuelle, tout ce qui était création, tout ce qui était art plastique, tout ça, je faisais beaucoup de choses. Et en fait d'aller vers une profession manuelle comme ça, où à la fois on mixe le fait de travailler avec ses mains, le fait de faire les choses de manière artisanale, le fait de créer, ça m'a plu. Donc j'ai tenté le coup. Enfin, je me suis dit ok, le cursus scolaire classique n'était pas trop en ma faveur. Et donc c'était le moment d'intégrer ce lycée. Et puis je regrette pas parce que ça a fonctionné. Et du coup, passer au niveau supérieur, tu vois, du coup tu fais tes petits desserts chez toi, vraiment tu commences à te former, etc. Ça a tout de suite été une révélation, genre tu t'es dit ouais, en vrai vraiment j'adore et c'est ça que je veux faire. Ouais, j'ai tout de suite accroché, j'ai tout de suite compris que c'était ce que je ferais. Après c'est bien, ça met un cadre, ça permet aussi de voir des recettes de base. On ne sait pas forcément quand on prend un bouquin et qu'on fait une recette chez soi, tout le pourquoi du comment, en fonction de, je sais pas, d'une pâte à choux, le taux d'hydratation, ce que ça va donner après au moment où elle va cuire au four, qu'elle va développer, on dit développer du coup pour gonfler. Et tout ça, c'est des caractéristiques un peu techniques qu'on acquiert justement en formation et c'est super utile pour comprendre plein de choses, plein de réactions des produits entre eux et les textures aussi en fonction de si on met plus ou moins de sucre ou plus ou moins de farine, ce que ça va apporter au produit ou lui enlever, toute la partie plus technique.
Et est-ce que quand tu as commencé, enfin du coup quand vraiment tu t'es lancé dans la pâtisserie, que tu étais en lycée hôtelier, etc., est-ce qu'à ce moment-là, c'était un de tes rêves d'ouvrir un jour ton restaurant ? Quand j'ai commencé ma formation, non, j'ai jamais pensé que j'ouvrirais un restaurant. J'avais en tête de travailler dans les meilleurs restaurants à Paris, dans les palaces. Voilà, j'avais Christophe Michalak que j'appréciais énormément à cette période-là. C'était un peu un des premiers à avoir fait une pâtisserie très soignée visuellement, voilà, haut de gamme. Et on suivait beaucoup ce qu'ils faisaient. Voilà, il y a eu d'autres chefs qui se sont un peu démarqués aussi à cette période-là. Et moi, j'avais envie d'aller côtoyer ces chefs-là, donc dans les palaces, au Plaza Athénée, au Meurice, dans les restaurants étoilés, etc. Donc pas du tout de projet d'entreprendre. Et donc c'est venu comment, Roseau ? Roseau, c'est venu au bout d'un certain temps quand j'ai fait mes armes justement dans ces maisons-là. J'ai eu la chance de travailler auprès de grands chefs comme Yann Couvreur, comme Cédric Grolet, avec Jessica Préalpato. Donc j'avais une formation qui était assez complète. Et après, c'est aussi des maisons qui brillent par leur excellence, mais qui demandent aussi beaucoup d'investissement personnel. Et je pense que j'étais lassée de ça au bout d'un moment, de donner beaucoup et d'avoir pas beaucoup de reconnaissance, ou en tout cas de me fatiguer physiquement et psychologiquement, et de me dire... de rester dans l'ombre, quoi, finalement. Pas forcément de rester dans l'ombre, j'avais pas besoin de plus de reconnaissance de mon travail par les gens qui me demandaient de le faire. Et du coup, je me suis dit à un moment, je vais peut-être changer de métier. Voilà, ça m'avait un peu écœurée. Et à cette époque-là, Diego, mon mari, travaillait dans un restaurant, il était chef d'un restaurant sur Paris. Et je me suis dit, peut-être avant de penser à changer de métier, j'aimerais peut-être ouvrir ma boutique. Voilà, c'était la première idée qui m'était venue en tête. Et lui m'a dit, moi j'aimerais bien aussi qu'on ouvre un truc. Et donc le schéma qui s'adaptait le mieux à nos deux univers mis ensemble, c'était de faire un restaurant, puisque forcément la pâtisserie boutique, à moins s'il avait été en vente, ça aurait été la seule issue. Mais voilà, on s'est dit ok, autant ouvrir un restaurant ensemble. Donc c'est comme ça que c'est arrivé. Et est-ce que du coup là, le fait d'être toi à la tête côté pâtisserie, de faire tout, enfin tu vois, d'avoir vraiment ta vision, de pouvoir aller jusqu'au bout et tout, du coup ça t'a réconcilié avec tout ça ? Ouais, ça m'a réconcilié avec le métier. C'est aussi plein d'autres choses que j'apprends. Et c'est ça qui est super, c'est que j'ai les connaissances que j'ai en pâtisserie et ma valeur ajoutée qui est là aujourd'hui. Après, je fais de la gestion d'entreprise, je fais des ressources humaines, je fais de la gestion clientèle. Il y a beaucoup de choses autres qui sont arrivées comme ça sur le tas que j'ai appris au fur et à mesure et qui m'ont permis d'évoluer, de progresser professionnellement. Parallèlement à la pâtisserie, mais toujours dans ce même objectif du resto. Ouais, c'est ça. Puis c'est chouette parce qu'en plus, je pense qu'il y a moins de pâtissiers ou de pâtissières qui ont l'occasion d'avoir ça côté restaurant. Enfin, tu vois, je pense que la plupart, en fait, effectivement, t'ouvres une boutique, mais t'as moins l'occasion d'ouvrir un restaurant et d'être vraiment... avoir le côté gestion, mais sur un resto quand t'es pâtissier, quoi. Ouais, bien sûr. Après, une boutique pâtisserie, ça demande aussi pas mal de gestion. Mais voilà, moi je suis contente parce qu'aujourd'hui, je me dis que c'est toujours contraignant personnellement, ce métier, mais à la fois, il y a plein d'aspects hyper positifs, il y a plein de moments de partage, il y a plein de moments d'émotion, d'échange avec les clients qui sont top, avec les équipes. Et voilà, je travaille beaucoup, mais c'est aussi pour moi-même, donc... Oui, c'est différent. Franchement, donc c'est pas le même enjeu, quoi, finalement. Non, c'est clair, je comprends. Effectivement, je trouve qu'il y a une différence entre beaucoup travailler, mais en fait, c'est même pas pour... Enfin, pas qu'à la fin, c'est pas pour toi, mais quand même, tu vois, comme tu dis, tu vois, quand c'est dans une grande maison, finalement, tu travailles beaucoup, mais c'est pour cette grande maison. Enfin, toi, ça... Oui, c'est ça. Après, ça fait toujours évoluer, ça permet d'acquérir des techniques, ça permet de grandir en termes de compétences. Mais il y a un moment où j'étais arrivée à un point où j'en avais un peu marre de ce format-là.
Et donc d'ouvrir mon propre établissement, c'était top, quoi. Enfin, ça s'est pointé au bon moment, quoi. Et est-ce que du coup la version pâtisserie boutique, c'est encore quelque chose qui t'attire? Parce que du coup t'en as jamais vraiment fait. Enfin, t'as été beaucoup dans des restaurants, mais ouais, des palaces et tout. Alors c'est ça que j'aimais bien en palace, en fait. L'intérêt, c'est qu'on a vraiment plein de types de pâtisseries. C'est à la fois, il y a souvent deux restaurants, donc un gastronomique et un peut-être plus brasserie. Il y a du banqueting, il y a du room service, il y a des tea time où on fait plus de la pâtisserie boutique. Donc ça permet aussi de voir des petits gâteaux, des desserts assiettes, des trucs plus que des pièces cocktails. Donc c'est très vaste. Après, de la boutique à proprement dit, à part des petits stages comme ça, j'en ai jamais fait. Enfin, j'ai jamais travaillé longtemps en boutique. Après, moi, c'est un projet que j'ai dans un coin de ma tête. Je pense pas que je puisse le réaliser ici à court terme, mais voilà, à partir du moment où on aura une équipe qui sera bien en place et puis pour pouvoir aussi peut-être m'exprimer différemment en dehors du restaurant, j'aimerais bien ouvrir une boutique. Oui, parce que c'est pas du tout la même façon de penser. Et non, faut réfléchir au fait que ça puisse tenir plusieurs heures dans une vitrine, que les textures soient encore bien quand les gens vont rentrer chez eux, consommer le petit gâteau. Ça se trouve, ça sera le lendemain et il faut aussi penser à tout ça. Donc, ouais, c'est différent, c'est une autre approche, mais bon, je pense que c'est juste un petit peu de réflexion préalable et après, c'est une habitude. C'est quoi peut-être le ou les plus grands apprentissages, tu vois, que tu retiens de toute ton expérience passée, justement, peut-être tout ce que tu as appris dans les palaces, dans tous les gastronomiques que tu as pu faire? Quel est le plus grand, ou je te dis ou les, parce que j'imagine que c'est peut-être pas suffisant, mais tu vois, et qui te sert vraiment encore aujourd'hui, genre au quotidien, tu vois, dès que tu fais, enfin pas dès que tu fais quelque chose, mais très souvent, tu te rappelles, tu vois, de ça. Quelque chose qui t'a vraiment marqué. Alors, je pense que une de mes expériences qui était peut-être les plus marquantes, c'était au Meurice. C'était une grosse brigade, il y avait vraiment beaucoup de monde. Enfin, peu de gens qui étaient vraiment salariés fixes, on devait être une dizaine ou une douzaine. Et après, on avait énormément de stagiaires, peut-être 8 ou 10 tout le temps. Il fallait s'occuper. Et c'était eux, la petite main, en fait. Finalement, on avait beaucoup de travail et il fallait à ce moment-là apprendre à déléguer énormément et à utiliser ces personnes qui étaient peu expérimentées, mais qui à la fois, sans lesquelles je ne pouvais pas aller au bout de ma liste de mise en place à la fin de la journée. Donc j'ai appris beaucoup en termes de management, de gestion des tâches, etc., de travail en équipe. Et puis aussi au niveau de la perfection, du détail, en fait, du perfectionnisme un peu poussé à l'extrême. Je me rappelle qu'on cuisait des plaques d'éclairs pour faire des éclairs pour le tea time, justement. Et on devait en cuire une cinquantaine et à la fin, il y en avait peut-être 35 qui étaient vraiment hyper réguliers, bien droits, pas une bulle, pas un truc qui dépassait. Et c'était ceux-là qui étaient sélectionnés. Et s'il y en avait un qui était légèrement courbé ou un petit peu difforme, ça passait pas, quoi. Donc aujourd'hui, je pense que dans ce que je fais, qui est beaucoup plus simple, ça n'a vraiment rien à voir, mais j'essaie toujours d'avoir l'œil sur des détails comme ça, sur peut-être un copeau de quelque chose qui va pas être forcément bien lisse, bien régulier, ou je sais pas, une petite trace sur le bord de l'assiette, j'en sais rien. Enfin, tout ça, je pense que ma vision est un petit peu plus précise qu'avant, et aussi grâce à ces maisons-là. Et du coup, ta toute dernière création, pour voir un petit peu toutes les différences un peu qu'il y a eu, quelles étaient ces saveurs? Alors, la dernière création, c'est un dessert autour de l'orange sanguine que tu as dégusté. Du coup, j'aime bien l'orange sanguine pour son côté un peu asymétrique, un peu on connaît l'orange, mais l'orange sanguine on la connaît moins, le parfum il n'est pas le même, la texture elle n'est pas exactement pareille non plus. C'est un petit peu plus acide, mais voilà, ça garde quand même beaucoup de gourmandise, un côté très fruité, très frais, que j'associe avec la baie de Genièvre. Ici, on a un alcool qui s'appelle le genièvre de houle, qui est une liqueur une eau de vie plutôt à base de genièvre distillée. Là, il n'y a pas d'alcool dans le dessert, mais c'est vrai que du coup,
j'étais partie sur l'idée un peu peut-être comme un gin tonic, mais fait avec cette liqueur. Encore une fois, c'est marrant parce que on parlait tout à l'heure du dessert au café qui avait été réfléchi avec la bière au café, et là j'ai pensé à un gin tonic avant de créer mon dessert. Donc au final, c'était simplement pour une histoire, encore une fois, d'accord. Mais boissons, comme on en propose, on essaie de réfléchir avec les sommeliers à qu'est-ce qui pourrait bien matcher. Et c'est vrai que souvent, on part d'une boisson et je fais un dessert qui découle de ça. J'ai essayé d'intégrer la baie de Genièvre dans une mousse à base de yaourt pour côté un peu lacté. Ça reste acidulé, mais un peu plus réconfortant, un peu plus liant. C'est posé sur une petite meringue, donc c'est un peu comme on pourrait dire une pavlova. Il y a cette petite mousse au yaourt et aux baies de Genièvre. Il y a un sorbet à l'orange sanguine dans lequel je rajoute aussi de l'hibiscus. On fait une émulsion à base d'huile d'olive, de jus d'orange sanguine et d'hibiscus pour la sauce. Donc l'huile d'olive rapporte un petit peu cet élément gras aussi. Mais il y a plein de fraîcheur. Il y a du gingembre dans le sorbet qui envoie un petit peu aussi. Et l'idée, c'est de se dire, on a une base de meringue, la petite mousse, on a le sorbet, on a l'orange fraîche, on a du confit, avec plein de textures différentes. Et comme ça, on s'ennuie toujours pas. J'espère. Non, c'est clair. Et c'était très très bon, je le dis pour tous les auditeurs et auditrices. Mais c'est vrai que, effectivement, comme tu dis, tu vois, c'est exactement ça. C'est acidulé, mais c'est pas trop acide, dans le sens où je trouve, tu vois, même quelqu'un, moi j'aime bien l'acide, mais tu vois, je trouve quelqu'un qui aime pas forcément cette saveur là, en fait je trouve ça, je pense que tu peux quand même aimer ce dessert parce qu'il est pas, tu vois, c'est pas trop, ce qu'aiment pas les gens comme ça, en plus il a beaucoup de goût, mais c'est de travailler le sorbet, comme je disais, avec des épices, incroyable, tout ça, et c'est vrai que l'acidité c'est pas l'élément principal, mais c'est de la fraîcheur qu'on cherche. Je trouve, presque ça, l'acidité ça fait juste de la fraîcheur. C'est juste le côté frais qui va bien pour la fin du repas et très très bon. Mais du coup, je trouve ça fou que tu réfléchisses tes desserts beaucoup à partir de boissons. Oui. Parce que, en vrai, souvent, tu vois, effectivement, tu as toujours l'accord mes boissons et tout, mais souvent, c'est plutôt la boisson qui vient se caler sur les desserts. Oui. Mais du coup, c'est assez fou que toi, que tu partes de la boisson, du coup, ça soit ta première source d'inspiration finalement. Alors peut-être je réfléchis comme ça parce qu'à l'ancien restaurant, parce que là on a rouvert cette nouvelle adresse que depuis mai de l'année dernière. À l'ancien resto, j'étais pas en pâtisserie, j'étais en salle et je m'occupais du vin. Et c'est vrai qu'on proposait aussi un accord mais vin et j'étais toujours à me casser la tête sur quel vin on allait proposer avec le dessert, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent par exemple pas des vins de noix ou des portos, c'est un peu des accords à l'ancienne, mais ou des vins doux. Et on a un peu de mal parfois à apporter quelque chose qui soit intéressant et autre qu'un vin moelleux lambda pour accompagner un dessert qui parfois va tuer simplement le goût du dessert, parce qu'on pense que sucre plus sucre ça marche, mais quand on a un vin qui est très sucré avec un dessert qui est pour le coup peu sucré, ou dans lequel il va y avoir de l'acidité ou de l'amertume, etc., les goûts ils peuvent totalement se contraster et que ce soit finalement pas bon. Donc j'ai souvent réfléchi à qu'est-ce que je proposais en accord avec les desserts, et c'est peut-être pour ça que je raisonne comme ça maintenant, en me disant je vais peut-être anticiper ce qu'on pourra proposer avec, et que ce soit vraiment un exhausteur de goût, que ce soit hyper valorisant pour et la boisson et l'assiette. C'est peut-être le pourquoi du comment. Et c'est trop chouette. Mais du coup, est-ce que cette expérience, donc plutôt côté boisson et tout, est-ce que ça t'a appris des nouvelles choses peut-être dans les saveurs, dans le sens où, tu vois, je pense que les saveurs dans une boisson, ça se travaille pas exactement, c'est pas exactement les mêmes choses qui ressortent ou quoi. Du coup, est-ce que ça t'a appris quelque chose en plus, même côté pâtisserie ? Alors oui, ça m'a appris pas mal de choses, de servir le vin, de goûter le vin. Après, je pense que ça m'a aidé d'être pâtissière de base pour pouvoir développer cette compétence-là en plus, parce que finalement le palais, je pense qu'on l'a déjà en tant que cuisinier ou en tant que pâtissier. Donc il y a un peu une approche systématique de dégustation avec plus ou moins les mêmes goûts qui peuvent revenir dans les vins, que ce soit sur les fruits noirs, sur le côté cuir parfois, sur des agrumes aussi, sur des fleurs blanches, des choses comme ça. Et en fait, ce sont des arômes qu'on connaît en cuisinant,
et qui sont du coup ça saute un peu aux yeux, ça paraît évident parfois quand on va sentir un vin, se dire que ça je sais pas, une odeur de muscade un petit peu, voilà, c'est des goûts qui sont connus et ça m'aide aujourd'hui en pâtisserie parce que j'apprends aussi à intégrer parfois ces alcools ou ces boissons dans mes préparations. Et puis voilà, comme je disais, ça me permet aussi une réflexion qui soit cohérente parfois avec l'accord. Ça, c'est vraiment trop chouette. Enfin, je trouve vraiment que, tu vois, franchement, je l'ai jamais entendu, tu vois, vraiment d'avoir ce côté accord. Enfin, en tout cas, des fois, mais c'est de temps en temps, quand vraiment il y a une boisson phare, tu vois, qui est à la carte. Mais du coup, le fait que toi, ça soit pas systématique, mais presque, tu vois, que ce soit vraiment ça. Puis du coup, que tu aies aussi des alcools qui soient... qui changent, tu vois, genre la bière au café. Enfin, c'est vrai que je pense que c'est assez différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Et alcool et sans alcool d'ailleurs, parce que du coup on travaille aussi pas mal avec Tiffaine qui est ma responsable du bar sur les cocktails. Et moi je lui fais beaucoup de préparation pour le bar. C'est des sirops, des infusions, etc. On n'achète presque rien de déjà fait parce que ce sont parfois des choses auxquelles on réfléchit qui ne sont pas forcément commercialisées. Ou des alcools qu'on va infuser ou des jus qu'on va pouvoir faire nous-mêmes. Et on travaille les cocktails aussi à base à la fois de spiritueux, donc avec ou sans alcool, et aussi de préparation, essentiellement de préparation qu'on fait nous. C'est trop bien. Et en plus, je pense que ça t'apporte vraiment un autre aspect. Enfin, je trouve que c'est un autre travail encore, tu vois, de travailler sur une boisson, ces mêmes saveurs-là. Ouais, c'est un autre travail, mais c'est proche d'un dessert quand même, parce que, bon, à part la texture qui de toute façon sera liquide, il n'y a pas 36 000 solutions, mais t'as les mêmes côtés de qu'est-ce qui arrive quand dans exactement, de savoir ce qu'on va pouvoir mettre, qu'est-ce qu'on va pouvoir infuser, peut-être un petit poivre de Timut qu'on va venir juste mettre sur le dessus du verre à l'envoi, comme ça c'est le premier truc que le client va sentir quand il va recevoir son cocktail devant lui. Tout ça c'est presque qu'on travaillait un peu comme un dessert finalement. C'est trop bien. Et du coup ça t'as pas fait de formation particulière de mixologie ou quoi que ce soit pour... Non, on a juste mis nos deux esprits créatifs en commun et voilà, on fait goûter des choses. Bon, il y en a qui marchent, il y en a d'autres qui marchent pas du tout, faut le dire aussi. Mais parfois comme un dessert, ce sont des échecs cuisants, mais oui, comme un dessert. Et après on réajuste, on regoute, on se dit non, on s'est trompé, peut-être que c'est pas du mezcal qu'il faut mettre, peut-être que c'est je sais pas, la tequila qui sera moins, où le goût sera moins fumé, voilà, tout plein de choses comme ça qui nous permettent d'ajuster et puis d'avancer au bout de 3-4 essais en général vers la version finale. C'est vrai qu'en fait en faisant ça tu dois quand même vraiment développer ta palette de nouvelles saveurs, du coup que tu as moins forcément l'habitude en pâtisserie, dans le sens où on est limité en pâtisserie mais juste tu penses à certaines saveurs mais que tu n'aurais pas forcément pensé avant parce que forcément tu vois de la tequila, potentiellement maintenant tu pourrais en mettre dans un déter mais c'est plus rare en temps normal. Bien sûr, mais après c'est vraiment intégrer des choses qui donnent un peu de relief, quoi, que ce soit on travaille beaucoup avec des herbes, beaucoup avec des épices, beaucoup avec des poivres. Et c'est vrai que c'est ça qui va faire peut-être un goût commun, quelque chose d'un peu moins commun, et on va se dire c'est hyper bon. Je connaissais l'orange sanguine, mais pas comme ça, peut-être la baie de Genièvre, j'en ai déjà mangé dans une choucroute par exemple, et puis les deux ensemble, c'est un peu improbable, mais ça marche. Ça représente quoi pour toi la pâtisserie ? La pâtisserie, ça représente mon métier avant tout, ça représente l'aspect créatif, de toujours être en recherche, c'est quelque chose que j'aime bien. Après, j'aime mieux manger du chocolat que des pâtisseries à proprement dit. D'ailleurs, je mange pas beaucoup de desserts, mais c'est à force de... Je sais pas si c'est parce que en ayant le nez dedans toute les journées, c'est peut-être quelque chose qui m'écœure un peu à la longue, mais je suis pas fan d'aller faire des testings dans plein de pâtisseries, de manger 5 gâteaux différents dans la même journée. Je vais très vite être saturée. Après, moi j'ai vraiment un petit faible pour les chocolats, les pralinés, tout ça. Et d'ailleurs, j'ai commandé mes chocolats de Pâques hier, qui vont arriver très bientôt. Moi ce matin. Voilà, on voit l'organisation et le sens des priorités, c'est très bien.
Tout le monde fait... Enfin, tout le monde, non, mais, mais j'avoue, j'avais pareil ce matin. Je me suis dit, il faut absolument les Il faut anticiper, sinon on se retrouve le bec dans l'eau, on a juste les derniers moulages qui restent, c'est pas satisfaisant. On est d'accord. Est-ce que avant, enfin du coup quand t'étais petite et que potentiellement, enfin que tu travaillais pas encore dans la pâtisserie, est-ce qu'à ce moment-là t'étais plus bec sucré et t'aimais plus les desserts? Après tu connais, enfin t'avais peut-être moins accès à des pâtisseries boutiques. Ouais, j'avais moins accès mais... à des choses élaborées quand j'étais petite, mais c'est vrai que à cette époque-là j'étais plus sucrée. Ouais. C'est vrai que j'aimais bien non, mais ça, toujours terminer par un petit Je trouve, dessert. tu vois, que c'est le côté le plus, pas décevant, mais à chaque fois, tous les pâtissiers te disent que finalement, en fait, ils mangent plus beaucoup de sucré. Ouais, et comme les cuisiniers adorent manger les trucs sucrés en fin de service, ils viennent toujours quémander un petit bout de gâteau à droite à gauche. Mais ouais, c'est comme ça. Après, j'adore manger oui. du salé, principalement. Et finir avec du chocolat, c'est très bien aussi. Du chocolat. Justement, quand est-ce que toi tu sais un petit peu qu'un dessert pas est fini, mais en tout cas il est prêt à mettre à la carte? Tu vois, combien de temps ça te prend à peu près toi de réfléchir à tes desserts? Alors c'est un peu compliqué pour moi parce que j'ai beaucoup de choses à penser au restaurant et donc j'ai des phases un peu de page blanche, un peu comme les auteurs qui n'ont aucune inspiration, et ça c'est un peu ma hantise, mais ça m'arrive assez souvent. Donc j'aimerais en fait faire beaucoup d'essais et te dire que je mets 3 semaines à élaborer un dessert avant que ce soit sur carte, que je fais plein d'essais, tout ça, c'est pas vrai. Clairement, j'ai toujours ma trame avec mes 3-4 ingrédients principaux et puis je vais réfléchir comme ça, enfin je vais laisser l'idée un peu maturer dans un coin de ma tête et jusqu'au moment où je me dis ok ça va être cette texture-là, ça va être cette texture-là, et puis un jour juste je vais me bouger et je vais faire mes différents éléments, les assembler, goûter, rajouter plus de quelque chose si c'est pas équilibré ou enlever quelque chose si c'est un ingrédient ou un élément qui n'a pas sa place. Donc je dirais que la partie création elle se passe plutôt dans ma tête et ça prend mais du coup, quelques tu semaines. Laisses enfin c'est ça, tu fais autre chose et du coup ça reste. Ouais, et puis à un moment quand ça devient urgent, je me mets à vraiment travailler dessus et après consacrer du temps à ça parce que je manque un peu de temps, mais donc oui je pense que peut-être on va dire s'il faut donner une estimation en temps, peut-être 3 semaines. Oui, mais comment tu fais pour sortir de ton syndrome de la page blanche? Ça doit être dur en plus, tu vois. Puis comme tu dis, comme t'as 5000 choses à faire, ouais, soit il y a des choses qui viennent comme ça, l'inspiration divine, mais bon, c'est assez relativement rare. Après, sinon, en parlant avec Diego aussi, parfois, il me dit tu devrais faire ça avec ça. Il essaie de me conduire sur des idées. Et j'ai plus souvent des idées pour ses plats salés que pour moi mes desserts. Du coup, vous échangez. Exactement. Et après, on a plein de livres aussi, de plein de chefs. Et c'est vrai que sans copier du tout les recettes qui sont dans les bouquins, parfois, juste en feuilletant 2-3 trucs, ça donne des idées, quoi. Sur des ingrédients, sur des visuels. Ça permet de s'inspirer aussi. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, est-ce que tu as quelques petites recommandations de livres que toi t'aimes particulièrement, même des livres, tu vois, au tout début où tu as commencé ta carrière, qui t'ont vraiment aidé, enfin je sais pas. Alors moi j'avais un livre qui s'appelle Sensations de Philippe Conticini, que j'ai toujours. Donc ça c'était vraiment une bible. Enfin voilà, toutes les recettes que je faisais chez moi à la maison, je les tirais de ce livre. Ça j'adore ce livre. Après il y a Le Larousse des desserts de Pierre Hermé. Moi j'adore Pierre Hermé. Je trouve qu'à l'échelle internationale comme il est, c'est un des pâtissiers les plus rigoureux et d'arriver à avoir autant de qualité sur un aussi gros volume, c'est super impressionnant. Ça, je me demande déjà comment il y arrive, mais c'est fascinant. Donc le Larousse des desserts de Pierre Hermé, et puis il y avait un dessert qui s'appelle Chocolat aussi de Christophe Felder, avec plein de recettes autour du chocolat, des trucs chauds, des trucs glacés, des desserts assiettes, des desserts comme ça, des gâteaux familiaux à partager. Et, voilà, ces 3 livres, c'était vraiment mes livres préférés tes références, j'étais plus jeune et quand j'ai commencé en pâtisserie. Je les ai toujours. Et c'est quand le moment dans ta carrière où tu t'es pris ta plus grande claque de saveur, entre guillemets?
C'est-à-dire le moment où tu vois, t'as compris justement le plus de choses sur tout ce qui va être le travail des épices, des herbes, des poivres, enfin tu vois vraiment tout le côté en fait d'accord il y a tout ça qui s'offre à moi pour pouvoir créer un dessert. Sur quelque chose que j'aurais dégusté, que j'aurais mangé. Bah soit quelque chose que t'as dégusté, soit je sais pas une expérience avec un autre chef ou une autre chef, tu vois qui t'a montré en fait quelque chose et où tu t'es dit waouh c'est incroyable en fait tout ce qu'on peut faire en pâtisserie. Ouais, ben je pense que le meilleur exemple que j'ai, c'est la dernière expérience que j'ai eue quand j'étais salariée, donc au Plaza Athénée, où je travaillais vraiment en binôme. Enfin, j'étais seconde de Jessica Préalpato. Et en fait, Alain Ducasse avait proposé une nouvelle approche de restauration pour le Plaza Athénée, de la naturalité. Donc, c'est quelque chose d'un peu inédit. Ouais. Les grandes lignes, c'était poisson, céréales et pas de viande en fait, et légumes. Donc, déjà, on travaillait avec les légumes et les fruits du jardin de Versailles. Il y avait toute une partie du jardin de Versailles qui était réhabilitée et où il y avait toute une équipe de jardiniers qui était là à cultiver et qui nous ramenait 2 fois par semaine les légumes. Donc on avait déjà accès à des produits incroyables. La structure du Plaza Athénée faisait aussi qu'on avait déjà de toute façon la porte ouverte pour énormément de produits incroyables et de qualité de produits. Et avec Jessica, on était plus sur un travail de petit chimiste, quoi. C'était se dire je prends une pomme, ok, je connais le goût d'une pomme normale, mais si je la mets dans un déshydrateur pendant une semaine et qu'ensuite je la récupère, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va pas avoir un goût de réglisse? Est-ce que si je la réhydrate dans un jus, qu'est-ce que ça va me donner comme texture? Donc on était sur un vrai travail de recherche. Ouais, tester plein de trucs. Et justement pour sortir des sentiers battus sur des produits un peu communs et nous permettre de proposer des choses inédites en ayant quand même l'obligation de travailler que des produits français. Ouais. Donc voilà, ça réduit quand même le champ des possibles quand on est en dehors de la saison estivale où il y a tous les petits fruits, les choses sympas. Voilà, quand c'est plein hiver et que c'est les pommes, les poires, les agrumes, il faut quand même se creuser la tête. Ouais. Donc ça, c'était une expérience vraiment intéressante et je pense que ça a aussi fait ce que je produis aujourd'hui en termes de pâtisserie et de dessert. Peut-être que j'en suis là aussi grâce à cette expérience-là parce que c'est pareil pour moi. Enfin, je suis toujours en train de chercher des nouvelles choses et voilà, je pense que c'est cette expérience-là qui m'a éveillée sur sortir des sentiers battus, quoi. Ouais, qui t'a mis aussi dans la démarche de tiens, on prend un produit et on teste 1000 façons de le travailler et on voit s'il y a d'autres choses qui en ressortent. Exactement, ouais. Ça doit être trop intéressant. Oui. Franchement, ça a l'air passionnant. C'était une super expérience. Merci beaucoup. C'est quoi, toi, l'ingrédient que t'adores travailler plus que les autres? Tu vois, ton ingrédient chouchou un petit peu. Et celui dont tu peux pas te passer. Genre, si demain je te dis tu peux plus l'utiliser dans tes desserts, c'est très compliqué. Alors moi j'aime bien rajouter, et très souvent, du poivre de Timut. Okay. Mais j'en mets vraiment partout. Sans que ce soit entêtant, mais je trouve que ça relève très très bien les goûts. Même dans un sorbet, il y a ce côté un petit peu, pas anesthésiant, mais voilà, un côté qui fait un peu de... presque qui pétille. Ouais, qui est un peu salivant, qui est parfumé, ça fait penser un peu à du pamplemousse. Et c'est une saveur qu'on connaît sans trop la connaître en fait, et on va pas forcément l'identifier, mais ça va permettre que le sorbet à la mandarine il soit hyper bon parce que il y en a dedans et que sinon ça serait juste un simple sorbet à la mandarine sans trop de relief. Ça j'adore. Et au contraire, est-ce qu'il y a un ingrédient, pas que t'aimes pas, mais qui est plus compliqué à appréhender et où t'as pas forcément, ou soit t'as mis du temps, soit t'as toujours pas trouvé la bonne façon de le travailler pour bien lui rendre hommage, tu vois. Alors comme ici on est dans le nord, moi j'ai toujours voulu faire un dessert à la chicorée, mais j'avoue que là c'est vraiment là, encore le syndrome de la page blanche. Je sais pas vraiment ce que je pourrais en faire et le côté amertume, ça met un frein quand même, que ce soit vis-à-vis des clients quand ils vont lire ça sur la carte, ils vont se dire waouh, chicorée n'est pas sûr d'aimer. Donc ça, c'est vraiment, ça m'intrigue et j'aimerais bien faire quelque chose pour faire hommage à notre région, mais j'ai pas encore pris trop de temps d'y penser ni d'essayer de le travailler. Et puis c'est vrai que c'est pas une saveur qu'on a beaucoup l'habitude
Non. de manger, Oui. même de boire. Il n'y a pas tant de gens comme Ouais, c'est ça. À part si dans on le est à Nord, 90 ans. Mais... Oui, et dans le Nord en Et plus. dans le hein, Nord, parce oui, que c'est vrai. C'est vrai. dans le reste de la France, il n'y a pas trop. Enfin, c'est moins développé quand même. Très bien. Et est-ce que tu aurais un conseil à me donner, à moi qui ne suis pas pâtissière, mais qui aime bien faire des desserts, et c'est un conseil que tu trouves qu'on donne pas assez, et peut-être que c'est un conseil que toi, tu aurais aimé recevoir quand tu as commencé la pâtisserie? Alors, faut pas. Enfin, moi, je pense que le conseil que je pourrais donner, c'est qu'il faut pas appréhender la pâtisserie comme quelque chose de ultra précis. Souvent, on entend ça, c'est que c'est au gramme près, que si tu te trompes de 20 grammes ou de 10 grammes dans ta recette, elle peut être loupée. Il y a une vraie approche à avoir sur l'ordre d'incorporation des ingrédients. C'est tout ce qui va faire qu'une recette va être réussie ou va être ratée. Par contre, s'il faut varier des quantités d'ingrédients, ça va pas changer grand chose à la fin, au-delà d'une certaine mesure, mais je veux dire, si demain tu dois faire une crème pâtissière, dans ta recette c'est 200 grammes de sucre, si tu l'as fait avec 150 grammes de sucre, ça va marcher aussi. Et il y aura pas ça va pas changer la texture, ça va pas changer, ça changera le goût, ce sera moins sucré, mais ça va pas être raté parce que tu auras enlevé 50 grammes de sucre. Donc voilà, après faut avoir ces connaissances-là aussi, mais vraiment, moi je trouve le plus important pour faire de la pâtisserie et réussir une recette, même en étant professionnel ou pas, c'est de bien étudier et comprendre l'ordre d'incorporation des ingrédients, et ça c'est sûr qu'après la recette sera réussie. Très intéressant. Merci beaucoup pour ce conseil. De rien. Écoute, maintenant je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, si toi t'étais une saveur, tu serais laquelle? Alors, genre acide, amer, sucré, non. Alors, soit ça peut être ça, soit un ingrédient. Voilà, c'est comme tu préfères toi. Réfléchir. Alors, si j'étais une saveur, je pense que je serais l'abricot cuit. Ok. Il faut que je l'explique. Je m'y attendais pas du tout. Parce que c'est super précis. Bah, si tu veux expliquer, tu peux expliquer. Je trouve qu'on peut dire j'aime l'abricot ou j'aime la framboise. C'est vrai que l'abricot cuit, frais ou cuit, c'est pas le même goût en fait. Complètement. J'aime un peu moins les abricots frais parce que là parfois ils sont pas toujours bons. Soit c'est pas assez juteux, soit ça manque. Ça manque de goût, ou bien c'est peut-être un peu farineux parfois. L'abricot cuit, c'est quand même quasiment réussi à coup sûr. Hein. C'est la bonne tarte aux abricots d'une grand-mère, ou une confiture d'abricots ou une compotée d'abricots. Et j'avoue que c'est un goût que ça révèle l'acidité aussi de l'abricot. Oui, c'est vrai. Que t'as pas trop quand tu le manges cru. Et tu l'as pas parce qu'en fait, c'est dans la peau. Et le fait de le compoter et d'avoir la peau, etc., en fait, c'est vrai que ça fait ressortir l'acidité aussi du fruit. Et moi, je trouve ça super bon. Lille, ou Marc en Barœul, en 3 saveurs, ça donne quoi? Lille en 3 saveurs, alors ça va être peut-être du salé et du sucré du coup. Je pense que la vergeoise, c'est un incontournable. On en trouve un peu partout, il y en a même qu'on met dans leur café. On y en a dans plein de petits gâteaux artisanaux qui se font ici. Dans les gaufres du Nord aussi, les gaufres fines qui sont garnies de beurre et de sucre. Donc soit de la vergeoise ou de la cassonade belge. C'est vraiment un goût d'ici. Après, les fromages. Peut-être pas citer le maroilles qui est connu et reconnu, mais il y a vraiment des super bons fromages ici, et c'est pas assez connu encore. Oui, c'est vrai, on connaît. Ouais, il y a vraiment des fromages délicieux qui sont faits même sur la côte d'Opale, et qui sont top. Nous, on en travaille beaucoup ici au restaurant. Et le troisième, ça serait la bière du coup, parce qu'il y a quand même beaucoup de brasseries, des grandes et des moins grandes ici, et qui font tous des choses hyper singulières. D'une brasserie à l'autre, il y a des vraies identités, des vrais styles. Et nous, on aime beaucoup pouvoir mettre en avant les gens qui travaillent bien. Et c'est vrai qu'on se sert assez souvent de bière à proposer soit comme ça au restaurant, ou bien en accord sur des plats comme on pouvait l'évoquer tout à l'heure, bien qu'on ne soit pas parti pris de faire un accord 100% bière. C'est pas notre intention, mais si ça peut bien matcher avec un plat, je pense que c'est une valeur ajoutée. Carrément, et c'est vrai qu'en plus, il y a rarement, voire même quasiment jamais, de bière dans les accords. Il n'y en a pas beaucoup ici, il y en a beaucoup qui le font parce que du coup c'est vraiment un truc régional.
Mais ouais, ça peut aller très bien, quoi. Il y a des bières aussi qui sont faites en Belgique, et pas que d'ailleurs, mais je pense à ça. Des gueuses, c'est des bières de garde, de longue fermentation, et c'est des bières qui ont beaucoup d'acidité et qui peuvent se conserver aussi très longtemps et qui évoluent un peu à la façon du vin. Donc ça, c'est super intéressant aussi en mangeant, quoi. C'est des bières vraiment de repas. Est-ce que tu as déjà travaillé de la bière dans un dessert ? Enfin, de faire un dessert autour de la bière ? Non, j'ai pas encore travaillé de dessert autour de la bière, mais c'est plutôt une bonne idée. Et je pourrais peut-être le faire avec la prochainement. chicorée. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais, bon, ça fait amertume sur l'amertume, ça va peut-être être un peu too much, mais pourquoi pas, ouais. Et comme ça fait un dessert pareil, qui fait vraiment nord avec de la bière. Si tu rajoutes un peu de narwhal en plus, c'est voilà, ça serait magnifique. Et vergeoise, comme ça. Ça, tu réunis les 3 saveurs. J'ai du mal à imaginer l'issue. Je comprends. C'est quoi la dernière saveur que tu as découverte et aimée ? Alors, je sais pas la dernière saveur que j'ai découverte et aimée, mais en fait, une rencontre de 2 saveurs que je connaissais et qui, en fait, se mettaient vraiment très très bien en lumière. J'avais mangé au grand restaurant de chez Jean-François Piège. Donc, je pense que c'était peut-être il y a quelques temps, mais voilà, le repas est exceptionnel. Et il faisait du coup un dessert avec... Enfin, pas un dessert du tout, c'était un plat d'ailleurs, avec homard, figue et noix de coco. Et en fait, la figue fraîche et la coco, c'est incroyable ensemble. Ça décuple le goût des 2 éléments, en fait, l'un comme l'autre, mais fois 100, quoi. C'était hyper puissant et vraiment très très bon. Et en fait, on a discuté un petit peu avec lui en fin de repas. Et je dis, mais c'est incroyable cette histoire de noix de coco et de figue. C'est incroyable. C'est vraiment c'est le parfait accord. Et il me dit, en fait, biologiquement, ce sont les mêmes molécules gustatives. Donc, en fait, c'est pour ça que ça va bien ensemble. Mais ça, faut le savoir parce que c'est vrai qu'on se dit pas une noix de coco, une figue, ça va bien matcher. Et ça, j'ai trouvé que c'était incroyable. Et je pense qu'il y a des tas de goûts comme ça qui se valorisent et qu'on connaît pas en fait, peut-être justement par des questions un peu plus biologiques, un peu plus moléculaires, etc. Et qui mériteraient d'être connues et d'être proposées ensemble, quoi, sur des saveurs qui peut-être comme ça sur le papier dénotent, et en fait une fois qu'on les assemble, ça marche très bien, quoi. Ouais, effectivement, et c'est vrai que il n'y a pas trop d'exemples de ces 2 produits ensemble. Il n'y en a pas, donc voilà, j'en cherche d'autres. C'est quoi ton péché mignon ? Mon péché mignon, c'est les chocolats pralinés. Voilà, toutes sortes de pralinés, chocolat noir ou chocolat lait, en enrobage, peu importe. Et voilà, en général, quand j'en mange j'en mange 10 ou 15. Donc j'essaie d'en manger le moins possible. Je comprends. Et est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien faire une création à 4 mains qui aurait des saveurs assez inattendues ? J'aimerais bien retravailler avec Jessica peut-être sur un dessert. Voilà, prochainement, je sais pas, je lui ai pas proposé encore, mais c'est vrai qu'on a travaillé ensemble pendant un moment, mais depuis on a toutes les 2 fait un chemin séparé, et voilà, je me dis ça pourrait être hyper chouette de se retrouver, de faire un truc à 4 mains. Voilà, je sais qu'elle a pas mal de projets, et on pourrait sans doute faire un super truc ensemble. Je te le souhaite. J'aimerais beaucoup voir ça. Écoute, maintenant j'ai 5 dernières questions. T'es plutôt vanille ou chocolat ? Vanille. Ah oui ? Je m'attendais vraiment. Oui, parce que j'aime bien les chocolats et j'aime bien le praliné. Non, mais je sais pas s'il fallait chercher entre les 2 saveurs, je préfère la vanille. Plutôt herbe ou épice ? Épice. Laquelle ? Le poivre long. Ok. J'ai cru que t'allais me dire le poivre de Timothée. Non, pas encore. Plutôt saveur de printemps ou saveur d'été ? De printemps. Ok. Cocktail ou mignardise ? Cocktail. Et enfin, ton dessert poire, coin et avoine caramélisée ou le miel de bruyère
pollen et granola. Le dessert au miel, hein, qui est quand même le dessert signature ici. Et voilà, les clients adorent. Donc je me dis, bon, bah, c'est top. Je pense que j'aimerais bien le manger. Il faudrait d'ailleurs que je le remange parce que j'en envoie tous les jours, mais j'ai pas souvent l'occasion de m'asseoir et de le déguster. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce dessert? Enfin, qu'est-ce qui fait, tu vois, que du coup c'est devenu une signature Alors, c'est pas moi qui ai choisi que ce soit une signature, mais c'est un dessert que j'ai proposé au premier restaurant et qui avait beaucoup plu. Et c'est vrai, quand on l'a enlevé de la carte, les gens nous demandaient si on n'avait pas encore ce dessert au miel, ou bien évoquaient le fait qu'ils avaient déjà mangé ce dessert au miel et qu'ils avaient adoré, et quand est-ce que ça revenait à la carte, etc. Donc, quand on a ouvert le restaurant ici et qu'on a créé le menu Impression, qui est notre plus grand menu, on s'est dit on va y intégrer nos 2 recettes signature qui sont donc ce dessert au miel et une entrée autour des champignons qu'on a fait aussi au tout début du premier restaurant et qui a vraiment marqué les gens. En fait, j'avais des clients la semaine dernière qui me parlent de ce plat comme d'une Madeleine de Proust, que ça faisait 3-4 ans qu'ils n'en avaient pas mangé. Et ils étaient tellement contents de retrouver le plat et de retrouver les mêmes saveurs. Voilà, je pense que le dessert au miel il est un peu pareil. Même si j'ai du mal à comprendre ça parce que moi j'aime pas trop manger de dessert, donc c'est vrai que je sais pas, pourquoi pas en fait, mais c'est revenu et on l'a mis au menu. Il a de spécial ce dessert, c'est peut-être pas mal de texture, pas mal de goût aussi qu'on connaît pas forcément. J'utilise un miel de bruyère qui est du coup très parfumé, mais qui a pas le côté parfois un peu peut-être entêtant, un peu écœurant d'un miel de châtaignier par exemple. Donc ça, j'aime pas trop le miel de châtaignier. Je pense que ça se comprend du coup. Donc le miel de bruyère, je le travaille en crémeux. C'est la base du dessert. Ensuite, on fait un caramel au miel dans lequel on vient rajouter un peu de bicarbonate de soude et du coup, ça fait un caramel alvéolé très léger, très croquant. Donc comme une sorte des petits morceaux de miel soufflé. Le granola, ça reprend un peu les codes du petit déjeuner quand même. Je trouve que c'est une texture qui est intéressante. Il y a des morceaux plus gros, d'autres moins gros. On peut mettre un peu ce qu'on veut dedans. Moi, dans le mien, il y a de flocons d'avoine, des amandes effilées, il y a de la vergeoise, il y a un peu de miel, il y a des graines de courge, fleurs de sel et huile d'olive. Le sel, c'est super important aussi dans les desserts, je trouve. Enfin, il faut pas le négliger. Souvent, on se dit c'est du sucre, etc. Mais en fait, même dans toutes les bases de biscuits, de pâtes, de croustillants, c'est hyper important. Même avec le chocolat, pour équilibrer, pour désucrer, c'est important. Ouais. Et après, une glace au pollen frais. On a un fournisseur qui nous trouve du pollen frais, de saule. Donc les saveurs, on pourrait peut-être dire que ça ressemble à du thé matcha s'il fallait trouver quelque chose de proche. Mais c'est quand même assez particulier en goût et mélangé avec toutes les autres textures, tous les autres éléments. Je pense qu'il y a vraiment un juste équilibre et qu'on a envie d'y retourner. Écoute, merci beaucoup. Ça m'a fait énormément plaisir de discuter avec toi, Camille. C'était passionnant. Ouais, moi aussi. Je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier à me lancer, à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. D'accord. Donc soit, je sais pas, un ingrédient à tester, une recette à refaire, enfin, ce que tu veux. Eh ben, on pourrait mettre les auditeurs au défi de nous faire leur plus belle tarte au sucre, qui est une spécialité aussi du Nord. Et il y a plein de versions différentes. Que les grandes lignes, c'est une base de pâte à brioche avec de la crème fraîche, avec du sucre. Donc ça peut être de la cassonade, ça peut être de la vergeoise. Et voir comment on peut lui redonner un peu de lettre de noblesse, même si on adore ça. La version originale. Et tu vois, moi je préfère la tarte au sucre du Nord que celle de Lyon. Parce qu'il y a un peu il y a un peu des tartes au sucre dans toutes les régions, j'ai l'impression. Des tartes au sucre partout, mais elles sont pas du tout pareilles. Elles ont toutes des noms assez identitaires, assez régionaux. Pareil, et je trouve que celle du Nord est particulièrement bonne. Ouais. Enfin, c'est vrai, c'est le côté brioché. Ça fait tout. Écoute, merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode ? J'aimerais bien terminer par dire aux jeunes qui se forment ou sinon qui savent pas trop ce qu'ils veulent faire d'aller vers les métiers de l'hôtellerie.
Là, il y a quand même une mauvaise presse qui est faite sur ces professions et je pense que ça évolue beaucoup. Ouais. Par rapport à ce qu'on peut en dire, je pense que c'est fini le temps des chefs qui jetaient des casseroles à travers la cuisine ou des insultes ou des violences, etc. Ça a été, faut pas non plus le cacher. Mais c'est des professions qui sont hyper valorisantes, hyper gratifiantes quand on est créatif, quand on a le sens du service, quand on aime échanger avec les gens. C'est super. On n'est pas payé au lance-pierre non plus. C'est pareil, les salaires évoluent, les conditions de travail évoluent. Je pense que tous les patrons de restaurants ou les jeunes chefs d'entreprise comme nous réfléchissent à comment faire pour mieux accueillir des collaborateurs et puis les fidéliser aussi sur le long terme, parce que c'est pas notre intention non plus d'avoir toujours des gens qui se succèdent. Ouais. Donc voilà, simplement dire que c'est des beaux métiers et que même soit en formation initiale ou soit en reconversion, ça peut être une super option et c'est plein de débouchés derrière et plein de bonheur et de beaux moments. Complètement. D'ailleurs, il y a de plus en plus de reconversions vers ce métier-là quand même. Oui, c'est vrai. Et c'est une bonne nouvelle. Mais effectivement, je te rejoins complètement. Ça a été des métiers qui ont aussi été qui ont été trop dévalorisés sur le plan scolaire et tout, et c'est beaucoup trop dommage. Oui, et scolaire et conditions de travail. C'est vrai que là, si on écoute ce que disent les médias, faut absolument pas travailler en hôtellerie, c'est des conditions de travail insoutenables. À un moment, on est aussi soumis à un code du travail, on fait pas n'importe quoi et puis voilà, c'est la vie aussi d'un restaurant ou d'une pâtisserie boutique ou d'un hôtel, mais voilà, fabriquer des choses avec ses mains, c'est beau, c'est le top. Voilà. T'as raison, merci beaucoup. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Sandrine Beaumain-Houtin. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!